Bonjour à tous et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très importante. Nous allons parler aujourd'hui de la prescription concernant l'affaire du chlordécone en Martinique et en Guadeloupe. Installez-vous bien confortablement, préparez votre thé, votre café ou votre pain au beurre chocolat et c'est parti. Alors dans cette vidéo, tout d'abord nous allons voir ce qu'est la prescription. Ensuite, nous allons revenir sur l'affaire du chlordécone et enfin, nous terminerons en réfléchissant sur notre mobilisation, ce que l'on peut faire et quelles actions envisager pour améliorer la situation. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la prescription? La prescription est un principe en droit français qui fait que vous ne pouvez plus poursuivre une personne au bout d'un certain temps. En effet, on dit que l'action publique est éteinte. Le délai de prescription, c'est-à-dire le temps que l'on a pour poursuivre une personne, dépend de la gravité de l'infraction. Vous avez trois types d'infractions. Vous avez les contraventions, par exemple tout ce qui est contravention par rapport à la route, au code de la route. Vous avez les délits, par exemple des violences qui ont entraîné une certaine incapacité totale de travail, tout ce qui va être le vol, l'escroquerie, l'agression sexuelle, voilà. Et enfin, vous avez les crimes. Les crimes, ça va être l'assassinat, l'empoisonnement, les viols. Les contraventions ont un délai de prescription d'1 an. Les délits, eux, vous avez 6 ans. Et pour les crimes, vous avez 20 ans. La prescription, c'est souvent perçu comme quelque chose d'injuste, comme une sorte d'impunité. Ah ben on ne s'est pas réveillé assez tôt, on ne peut plus poursuivre une personne, pourtant cette personne a bien commis une infraction, donc c'est pas juste. Pourtant, la prescription en soi, ce n'est pas quelque chose de négatif. La prescription a un sens et je vais vous l'expliquer. Le but de la prescription, c'est premièrement de sanctionner les autorités de poursuite qui ont pris trop de temps à agir. C'est une façon de dire au ministère public, au parquet, au procureur, celui qui poursuit, il y a une infraction, il faut réagir vite. Si tu prends trop de temps, c'est que finalement l'infraction n'était pas si grave pour l'ordre public. Deuxièmement, c'est aussi une façon d'inciter les victimes à opérer des démarches rapidement, à porter plainte rapidement. Pourquoi? Parce que plus vous allez attendre pour aller poursuivre une personne qui a commis une infraction dont vous êtes victime, plus il y aura des risques que les preuves disparaissent. En effet, au fil du temps, 20 ans passés, il n'y a plus aucune preuve, il n'y a plus aucun témoin. D'ailleurs, on ne se souvient même plus des faits. Les gens qui auraient pu y assister ne se souviennent plus. Donc au niveau des preuves, il faut agir le plus vite possible. Et enfin, il y a aussi autre chose. Poursuivre des années après peut questionner l'opportunité des poursuites, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire de cette personne? Cette personne qui vous a agressé en 1985 et qui aujourd'hui a 70 ans, 80 ans, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va mettre une personne de 70 ans en prison par exemple? Vous voyez, c'est ça aussi, le sens de la peine. Comment est-ce qu'on va juger une personne qui aujourd'hui est très âgée? En fait, la prescription, c'est aussi se questionner, est-ce qu'une personne qui a commis une infraction il y a très longtemps, mais qui aujourd'hui est totalement insérée dans la société, qui aujourd'hui n'a plus aucun problème et est vraiment bien inséré, est-ce qu'on va aller rentrer dans la vie de cette personne pour revenir faire ressurgir le passé alors qu'aujourd'hui, bon, l'ordre public n'est pas en danger à cause de cette personne. Donc c'est ça aussi la question de la prescription. La prescription permet de figer dans le temps la poursuite. Bien sûr, il y a des infractions où le législateur a essayé de moduler et a pris conscience que certaines infractions ne pouvaient pas être poursuivies tout de suite. Par exemple, tout ce qui est infraction en matière sexuelle, d'infraction sexuelle sur les mineurs. Quand un enfant de 5 ans a été abusé sexuellement, eh bien oui, il va prendre du temps à parler. Déjà parce qu'il va peut-être avoir une amnésie post-traumatique. C'est une amnésie qui fait que vous ne vous souvenez absolument pas de ce qui vous arrivait dans votre enfance, mais durant toute votre vie, vous allez peut-être avoir parfois des petits flashs et ce sera peut-être 20 ans après que vous allez vous souvenir de ce qui s'est vraiment passé. Donc le législateur a compris qu'un enfant de 5 ans ne pouvait pas de suite porter plainte évidemment et qu'il fallait parfois des dizaines d'années. Donc c'est pourquoi il y a des exceptions à ce principe de prescription. Le législateur a créé des délais de prescription spécifiques à certaines infractions. Par exemple, tout ce qui est infraction sexuelle commise sur mineur, la victime aura à chaque fois 30 ans pour poursuivre la personne à partir de sa majorité. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez été abusé sexuellement à 5 ans, eh bien, vous aurez jusqu'à vos 48 ans pour pouvoir poursuivre cette personne. Donc là, on a un allongement du délai de la prescription pour ce type d'infraction. Il y aura aussi certaines catégories d'infractions qui vont émerger. C'est ce qu'on appelle les infractions occultes par nature. Ce sont des infractions qui, en fait, par leur nature, sont vraiment cachées et impossibles à savoir. Par exemple, tout ce qui est blanchiment d'argent. Le but, c'est justement de dissimuler l'origine du délit. Donc, vous avez tendance à cacher. C'est une infraction, voilà, on essaye de cacher, de dissimuler. Donc, c'est logique que le point de départ, du délai de prescription ne commence qu'à partir du jour où les autorités auraient pu constater
l'existence de cette infraction. Et il y aura aussi la même chose pour les infractions dissimulées. Ce sont des infractions qui ne sont pas occultes par nature, mais qui, dans leur façon dont elles vont être exercées par leur auteur, ne sont pas susceptibles d'être découvertes. La jurisprudence de la Cour de cassation va aussi reconnaître la suspension de la prescription lorsqu'il y aura un obstacle insurmontable à l'engagement des poursuites. Il y a une affaire qui avait fait grand bruit, c'est l'affaire des infanticides. Une dame avait était tombée enceinte plusieurs fois, à plusieurs reprises, sans que personne ne soit au courant. Et à chaque fois, elle avait tué ses bébés à leur naissance. Et ça a été découvert des années après. Personne n'était au courant. Son propre mari, sa propre famille ne savait même pas qu'elle était tombée enceinte toutes ces fois-là, parce qu'elle était en fait en obésité et ça ne se voyait pas du tout. Et donc là, la jurisprudence a considéré que il résulte de ces circonstances que c'était impossible de se douter qu'elle ait pu tuer ses enfants parce que déjà, on ne pouvait même pas se douter qu'elle était enceinte à chaque fois. Vous voyez ? Il y a aussi des types d'infractions qui sont différentes. Je vous explique. Vous avez d'abord les infractions instantanées. Ça, ce sont des infractions lambda. Voilà, je te vole quelque chose, je te le prends. Voilà. Le délai de prescription commence à partir du lendemain. Mais il y a des infractions qu'on appelle les infractions continues. Ce sont des infractions en fait qui vont s'opérer sur le long terme. Par exemple, le recel. Le recel, c'est le fait de détenir, de posséder un bien qui provient d'un délit. Par exemple, on m'offre une paire de baskets qui est volée, je sais qu'elle est volée, qu'elle a été volée, et je la garde. Je vais la garder peut-être 3 ans. En fait, pendant 3 ans, je suis en infraction. Et là, la question qu'on se pose, c'est à quel moment le délai de prescription commence à courir ? Eh bien, à partir du moment où le délit prendra fin. C'est-à-dire que si ce sera en 2022 que je me débarrasse de ces chaussures qui ont été volées, et bien ce sera à partir de 2022 que le délai de prescription pourra courir et on aura du coup jusqu'à 2028 pour me poursuivre. Donc c'est pour vous dire que la prescription est parfois modulable. On se rend compte qu'il y a des catégories, des spécificités d'infraction qui font qu'il faut améliorer, il faut changer le principe. Voilà, donc retenez bien ça. Maintenant qu'on a fait ce point sur la prescription et que vous avez compris ce que c'est, on va parler de l'affaire chlordécone très rapidement. J'avais fait une vidéo où je vous parlais des béquets et je vous expliquais un petit peu le chlordécone, mais on va revenir très rapidement. Donc le chlordécone, c'est un pesticide, une molécule extrêmement toxique, cancérigène, qui depuis des années, depuis 1970 aux États-Unis a été considérée comme cancérigène, comme dangereuse et a été interdite parce qu'on se rendait compte dans l'usine Hopewell en Virginie que les employés avaient des difficultés de la motricité et des problèmes de santé. Elle a été interdite par l'Union européenne dès les années 1990 et pourtant, en Martinique et en Guadeloupe, le chlordécone a continué d'être utilisé dans les plantations de bananes, voilà, sous le lobbying, sous la pression des grandes familles béquets qui possédaient ces plantations de bananes. Donc de 1972 à 1993, le chlordécone a été utilisé. Or, on remarque que cette molécule va engendrer des troubles de la motricité, de l'endométriose, des douleurs, des cancers, notamment de la prostate. La Martinique et la Guadeloupe sont championnes en cancer de la prostate au monde. Le chlordécone est extrêmement toxique et surtout, il pollue tout sur son passage. Il pollue les sols, il pollue l'eau, il pollue la plantation. De même pour la population. Et cela pour des siècles. Donc voilà, grosso modo, l'histoire du chlordécone. Mais on en a déjà parlé 1000 fois, donc je ne vais pas revenir en détail. Sachez que évidemment, des associations se sont mobilisées, et je les remercie d'ailleurs, contre ce fléau qui gangrène nos territoires. Déjà, dès les années 2006 et 2007, on va avoir des premières plaintes qui vont être opérées. La Sopamar va en 2006 et en 2007 déposer plainte pour empoisonnement d'une part, et pour mise en danger de la vie d'autrui. On aura aussi une autre plainte du groupement Écologie Urbaine pour empoisonnement. Et en Guadeloupe, on aura une association de consommateurs, qui est l'URC, qui va déposer plainte en 2006 pour administration de substances nuisibles et mise en danger de la vie d'autrui. D'accord ? Donc pour revenir un petit peu, l'empoisonnement, c'est un crime. Mise en danger de la vie d'autrui, c'est un délit. L'administration de substances nuisibles, pareil, c'est un délit. Comment va se passer l'instruction de ce dossier ? Eh bien là, ça prend du temps. Énormément de temps. Tiens donc, c'est bizarre. On a l'impression qu'on veut enterrer l'affaire, et moi je pense que c'est le cas. Là, en 21 janvier dernier, donc 2021, donc plus de 14 ans après, on auditionne enfin les représentants de ces organisations qui ont porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui, notamment. Et là, on leur fait comprendre, premièrement, que des pièces du dossier semblent avoir disparu. Deuxièmement, que les faits sont certainement prescrits. Et donc là, c'est la stupeur. Et là, c'est l'énervement. Et là, c'est la colère. Une colère tout à fait légitime. C'est vrai que les faits, on dit que l'administration du chlordécone, l'utilisation du chlordécone sur nos territoires s'est arrêtée en 1993. Et il est vrai que du coup, vu que la mise en danger de la vie d'autrui est un délit et que c'est prescrit de 6 ans, on est largement hors du délai de prescription. Sauf que l'affaire du chlordécone, c'est une affaire profondément
dissimulée. Je rappelle que le lien de causalité entre les maladies qu'auront et qu'ont les Guadeloupéens et les Martiniquais et le chlordécone n'a été établi que très récemment, par des travaux de recherche, de chercheurs, d'écrivains, d'historiens, et je vous remercie. Donc d'une part, voilà pourquoi le délai a été si long. Enfin, les agissements opérés par les lobbyistes béquets, par le gouvernement français, sont restés dans des sphères élitistes, dans des sphères insidieuses, où nous, population, nous ne pouvons pas tellement agir et avoir connaissance de ce qui se passait. Je rappelle que beaucoup de Guadeloupéens et de Martiniquais ont pris conscience du lobbying des béquets en 2004 avec le reportage fait par Canal+, qui s'appelle « Les derniers maîtres de la Martinique ». Voilà où on en est. Donc comment pouvons-nous attendre des autorités de poursuite, comme des partis civils, nous, Martiniquais et Guadeloupéens, que nous prenions en charge ce sujet plus tôt. Et c'est là qu'on peut se dire que la prescription était injuste. Autre chose, le problème, c'est que ce dossier chlordécone, c'est pas une infraction comme les autres. Là, on n'est pas dans un rapport auteur-victime. On est dans un rapport pluriel et collectif. Parce qu'ici, on ne parle pas de 2-3 victimes. On parle de centaines, de milliers, voire de millions de victimes. Et pourquoi ? Parce que l'affaire du chlordécone a un impact au niveau temporel et au niveau géographique. Géographique tout d'abord parce qu'il concerne quasiment toute la Martinique et toute la Guadeloupe. C'est tout un territoire qui est empoisonné. C'est tout un territoire qui est pollué par cette pesticide. Enfin, au niveau temporel, parce que c'est pour des siècles et des siècles. Ça veut dire que ça touchait les personnes de 1972 à 1993, mais aussi leurs enfants et leurs enfants de leurs enfants et nos enfants. Donc ça ne s'arrête pas. Et c'est assez injuste de voir que les poursuites doivent s'arrêter à cause de la prescription, alors qu'en réalité, le résultat, la conséquence du chlordécone, elle, n'est jamais prescrite. Elle continue d'opérer sur nos vies. Et ce pourquoi des associations, des syndicats, des citoyens en tout genre, des militants ont invité la population de Martinique et de Guadeloupe à se mobiliser le 27 février. Et le 27 février 2021 restera une date importante dans l'histoire. Parce que le 27 février 2021, à Fort-de-France, parce que le 27 février 2021, en Guadeloupe, à Capesterre-Belle-Eau, le 27 février 2021, à Paris, des Martiniquais et des Guadeloupéens se sont levés et ont marché ensemble contre la prescription, contre ce dossier, contre l'injustice générale par rapport au chlordécone. Aussi des députés. On a aussi le député Olivier Servat qui a fait une proposition de loi qui consistait à reconnaître l'affaire du chlordécone comme un crime contre l'humanité et ainsi ce dossier pourrait bénéficier de l'imprescriptibilité. Parce que vous savez, il y a certains crimes qui sont très spécifiques, les crimes contre l'humanité, qui sont imprescriptibles, c'est-à-dire qu'on pourra poursuivre les auteurs même 50 ans après. Alors quelles sont les chances de cette proposition de loi? Bon, elles ne sont pas énormes, mais en soi c'est très bien de l'avoir fait et disons que ça se justifie parce que je vous ai dit, il y a un grand enjeu au niveau de la temporalité et de la géographie concernant ce dossier chlordécone. Les victimes sont des centaines de milliers, voire des millions de victimes. On parle de ça. C'est un dossier qui, oui, ça n'a pas de sens là d'appliquer une prescription lambda, une prescription de droit commun. Il faut qu'on se mette sur ce dossier et qu'on y réfléchisse sérieusement et que là, on y ajoute un peu d'équité, un peu d'équité dans ce dossier. Voilà, je sais que la justice n'est pas toujours juste. D'ailleurs, elle est souvent injuste. Mais parfois, il faut qu'il y ait cette pression populaire pour que la justice puisse changer, pour que la justice puisse être plus juste, justement. Là, on va se questionner sur nos possibilités d'impact. Il faut être très conscient que le droit n'a pas vocation à régler toutes les situations. Rappelez-vous, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur les génocides, la politique tient en laisse le droit. C'est la politique qui fait le droit. Et aujourd'hui, le droit n'est pas en notre faveur, puisqu'il y a la prescription. Ça, c'est prescrit, voilà. C'est ce que l'on nous dit. Cependant, la politique, c'est qui ? La politique, c'est les dirigeants, mais la politique, c'est nous, c'est le peuple. Et quand le peuple décide de s'allier d'une même voie pour faire évoluer le droit, pour faire évoluer la justice, cela peut avoir un impact. Donc, je tiens à vous dire, ne baissons pas les bras. Et remercions déjà d'une part tous ceux qui ont porté plainte en 2006, en 2007, c'était important. Merci à vous. Il ne faut pas voir ça comme un échec, parce que ça permet de situer dans l'histoire, ça permet du concret, ça permet de montrer qu'on a essayé toutes les mesures, qu'on a essayé toutes les méthodes légales, les méthodes illégales, on a tout essayé. Il faudra le démontrer plus tard, et ça servira pour l'histoire, alors merci à vous. Bien sûr, il faut continuer les actions juridiques, c'est important. Il faut continuer de se munir d'avocats, c'est important. Il faut continuer de se munir de juristes, c'est important sur ce sujet. N'ayons pas de faux espoirs par rapport à la justice, n'en attendons pas trop, vous avez vu à quel point elle a fait preuve de lenteur dans ce dossier. Alors n'en attendons pas trop. Deuxièmement, continuons d'avoir des actions politiques d'union, de manifestation. Il est important de faire
nombre. Il est important de montrer que nous sommes soudés sur cette question, que notre peuple se sent concerné, que nous soutenons les actions qui ont été portées, les actions des militants, les actions des juristes, les actions des avocats, les actions des associations, les actions des syndicats. Il est extrêmement important de montrer que nous sommes concernés et que nous n'allons pas lâcher le combat. Je vous ai dit, une foule qui se munit ensemble, qui hurle ensemble, peut avoir un impact. Mais comprenons que notre stratégie doit être d'agir en attaque contre l'État français, contre les béquets, mais aussi en défense. Nous devons aussi agir en création. C'est-à-dire qu'il va falloir comprendre que nous ne pouvons plus attendre de l'État français qu'il règle notre situation. Parce que la solution de l'État français à chaque fois, c'est nous dire d'attendre. 14 ans d'attente pour être auditionné, c'est du n'importe quoi. D'attendre, c'est aussi de prendre des mesures qui sont mignonnes mais qui ne servent à rien. Donc il faut qu'on crée par nous-mêmes. Il faut qu'on se finance la recherche nous-mêmes. Vous avez des associations comme l'association Vivre en Guadeloupe qui travaille sur ces questions de dépollution des sols. Nous devons les soutenir financièrement, mais aussi en termes d'énergie et en termes de connaissances. Nous devons participer à cela. Il faut que nous-mêmes, on trouve nos solutions et qu'on les mette en place. Nous ne pouvons plus attendre d'un État français qui se repose sur ses lauriers, qui nous regarde de haut, qui fait traîner le dossier pendant que nos frères, nos pères, nos mères meurent en silence, dans le secret. Nous devons aussi soutenir tous les collectifs d'ouvriers agricoles qui, eux, sont encore plus empoisonnés que nous, qui, eux, sont encore plus sous le choc que nous. Nous devons les soutenir. Nous devons absolument travailler sur tous les fronts. Tout. Soit vous manifestez, soit vous signez des pétitions, soit vous faites des actions en justice, soit vous réfléchissez dans la recherche scientifique pour la dépollution des sols. Vous pouvez tout faire. Essayez de faire au moins l'une de ces méthodes. Trouvez votre propre méthode et utilisez-la. Il est important que le chlordécone devienne le sujet de l'année. De la même façon, au niveau politique, dans les urnes, on ne peut pas voter aujourd'hui pour des personnes qui se sont tues pendant des années sur ce sujet. On ne peut pas voter aujourd'hui pour des personnes qui sont opportunistes et qui reprennent ce sujet alors que pendant des années, elles se sont tues. On ne peut pas voter pour des personnes qui ne prennent pas attention à ce sujet, qui nous parlent de tourisme ou je ne sais pas quoi, alors que nous sommes empoisonnés, alors que nos mères, nos pères, nos frères, nos sœurs sont en train de mourir, de décéder des conséquences du chlordécone. Le chlordécone est le problème numéro 1 de nos territoires. Avec l'eau aussi en Guadeloupe. L'eau, c'est vraiment très très dur. Donc, comprenez cela. Et je fais cette vidéo pour vous expliquer un petit peu la notion de prescription et pourquoi il faut qu'on continue de se mobiliser. Et que même si on nous dit que c'est vain, il faut continuer sur tous les fronts. Tous. Parce que ne rien faire, être dans la fatalité, être dans le désespoir, lâcher prise, ça ne nous ressemble pas, ça ne doit plus nous ressembler. Nous devons être fédérateurs, nous devons être solidaires, nous devons être innovateurs, créateurs d'idées. Nous devons partager notre compétence dans ce dossier. Vous avez une compétence scientifique, vous allez avec les associations en question, vous donnez votre compétence scientifique, vous donnez votre temps, vous donnez votre énergie. Et je finirai en remerciant tous ceux qui ont agi. Tous ceux qui ont marché, tous ceux qui ont parlé, tous ceux qui ont manifesté. Que ce soit les blocages opérés sur les grandes entreprises des grandes familles béquées, que ce soit les manifestations dans les rues de Fort-de-France, de Capesterre-Belle-Eau, de Paris, que ce soit les actions en justice, que ce soit les pétitions, que ce soit les interventions publiques. Et cela fait plaisir de voir qu'il y a eu de l'union. Moi, j'étais à la manifestation à Paris et c'était très beau. C'était très 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 émouvant, vraiment très émouvant. Et à un moment donné, vu que j'étais en live Instagram pour partager ce qui se passait à Paris avec ceux qui n'y étaient pas, j'ai pu me mettre en live avec quelqu'un qui était en Martinique et nous avons été le temps de quelques instants en symbiose. Et j'ai trouvé ça magnifique, très émouvant, vraiment. Alors, soyons forts.